Merci d'avoir choisi ce talk entre d'autres très bons talks et très bons speakers. Je vais vous parler de clavier mécanique aujourd'hui, mais pas seulement. Le titre est un petit peu menteur. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle dont le métier consiste à utiliser un clavier d'ordinateur? Allez, quand même. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont un clavier mécanique déjà? Ok, la moitié. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent que bon, les claviers mécaniques, ça fait trop de bruit dans les open space, ils nous emmerdent, tout ça? Battez-vous maintenant. Non, bref. Je m'appelle Benjamin Legrand. Je suis tech lead chez OnePoint et vous pouvez me suivre si ça vous tente sur les réseaux sociaux sous le nom de Benji Le Niard, avec un D à la fin. Sur plusieurs réseaux, voilà, je ne vais pas tous les lire. Avant de commencer, une petite histoire qui est un peu mon origin story. En vrai, dans ce truc, on est en novembre 2021. Je fais une soirée un peu trop alcoolisée dans le centre-ville de Nantes, où j'habite. Et puis tout va très bien. Je rentre chez moi avec mes clés, mes papiers, ma tête. Ce qui n'arrive pas souvent, mais bon. Et du coup, par contre, le lendemain, je me réveille, je ne peux plus bouger le bras droit. Ça me fait énormément mal. Maladie d'alcoolique. En gros, je me suis endormi dessus. Voilà. Trop alcoolisé pour le bouger. Il n'y a pas trop de solutions à ça à part se reposer et récupérer. Sauf que moi, le problème, c'est que sans mon bras droit, comment je fais pour travailler quoi? Parce que en fait, je suis constamment en train de prendre ma souris, en train de bouger le bras. Du coup, ça me fait super mal de plus pouvoir. Dès que j'essaye de prendre ma souris, ça me fait vraiment physiquement mal. Donc, je me mets à prendre des raccourcis clavier. Je me mets un peu à Vim, j'essaye, et au Vim Motion. Et bon, du coup, je découvre, et puis en fait, ça va toujours pas, quoi. C'est même quand la douleur s'en va, sur le clavier, c'est pas bien. Du coup, une petite citation que j'aime beaucoup. Être valide dans le sens ne pas être handicapé, c'est temporaire. Un jour ou l'autre, ça va vous arriver. Donc, en 2022, je vois passer sur Internet des influenceurs qui disent « Ok, ce clavier est trop bien. Ça, c'est le Moonlander de ZSA. Donc, je suis curieux, je me dis, première découverte, quoi, c'est quoi, pourquoi un clavier comme ça, what the fuck? Eh ben, on va voir pourquoi. Donc, dans ce talk, je vais vous parler de, c'est quoi un clavier? C'est quoi plus spécifiquement les split keyboards et pourquoi c'est bien pour le développement logiciel? Et rapidement, comment programmer son clavier, et puis surtout, un retour d'expérience de mes propres builds à moi, parce qu'en fait, je les construis et pas achetés. Allons-y donc dans le terrier du lapin blanc, dans le monde merveilleux des claviers ergonomiques. Avant ça, un petit peu d'histoire parce qu'on a un héritage très lourd avec les claviers d'ordinateur. Vraiment dans le sens héritage legacy, ça nous embête. Il n'y a pas eu de révolution énorme dans la disposition des claviers qu'on utilise aujourd'hui. Donc bon, presque allez, 2 siècles d'histoire en 3 minutes, c'est parti. Ça c'est le télégraphe Morse, ça faisait du Morse. On a repris un modèle de piano, 1855. C'était les premières machines qui envoyaient du signal électrique pour communiquer, quoi. Ça, c'est le premier brevet de machine à écrire, 1868. On mettait une feuille par-dessus, puis pareil, on a repris des touches de piano parce que c'est ce qu'on connaissait comme type de touche. Évidemment, quand on parle de machine à écrire, on connaissait plutôt ce type d'image. Et dans ces années-là, donc fin du 19e siècle, 1800 et tout, se sont généralisés avec la révolution industrielle, tout ça. Petites histoires, anecdotes, légendes urbaines, parce que je ne sais même pas si... Les dispositions des touches sont venues parce qu'en fait, il fallait empêcher les dactylographes d'être trop rapides, d'être trop efficaces, parce que sinon, les bras qui se levaient pour taper sur la feuille, ça se recroisait. Qu'on a séparé sur la disposition des touches comme ça, ce qui permettait d'être rapide, quoi. Autre anecdote, par exemple, sur la disposition, pourquoi le I et le O sont en dessous du 8 et du 9, parce qu'en fait, ça permettait de faire 1890 très rapidement avec une combinaison de touche Shift. Donc la touche Shift existait déjà sur les machines à écrire et avait du sens, parce que du coup, Shift, c'est décalage, et on décalait littéralement le bras mécanique pour taper sur la feuille.
Et donc on avait déjà le principe sur les machines à écrire d'à partir d'une seule touche, pouvoir faire plusieurs caractères. Très vite, on va sauter dans notre siècle, pas actuel maintenant, mais les années 1900 et quelques, la génération de l'informatique. Ça, c'est un téléscripteur, ou télétype en anglais, ou TTY, si vous faites du terminal Linux, ça vous parlait. Ça permettait de se connecter à des gros ordinateurs qui faisaient la taille d'une pièce, hein, des trucs énormes, et puis d'avoir un feedback en même temps, parce qu'on avait la touche imprimée. Le caractère que vous entriez, il était imprimé sur un rouleau de papier. Et puis éventuellement, vous pouviez sortir des cartes à trous pour faire des patchs et voilà. Très vite, dans les années 70-80, on est arrivé sur des micro-ordinateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Ça devient assez petit pour rentrer des lacs foyers. Ce modèle-là, je vous l'ai mis parce qu'il est particulier. C'est un ADM 3, si je dis ADM quelque chose. C'est le premier clavier à avoir eu les touches fléchées sur la home row et sur les touches AJKL. Et c'est avec cet ordinateur qu'un certain personne dont j'ai oublié le nom a développé l'éditeur Vim. On va dans les années 90, la globalisation, généralisation de l'informatique à tout le monde. Moi, c'est avec ce genre de clavier que j'ai commencé. C'est des claviers à membrane, dans le sens où il y avait une membrane en plastique. Il n'y avait rien de mécanique à l'intérieur. Donc, c'est pas cher à construire. Ça, dans l'industrie, quoi. Par contre, bon, c'est pas très réparable. Vous pétiez vos touches, il fallait jeter tout le clavier, quoi. Et puis, on est revenu plutôt orienté vers les gamers, à des claviers, ce qu'on entend un peu par clavier mécanique. Moi, j'entendais ça je voyais ça quand on me parlait de clavier mécanique à destination de gamers, avec des précisions et donc avec des interrupteurs mécaniques à l'intérieur. Et on va voir ce que c'est. Après, il y a plusieurs types de dispositions de clavier. Ce qu'on connaît tous, c'est le layout à 100%, ou à 103, 104 touches. Et c'est ce que vous avez tous chez vous, peut-être une version sans pavé numérique. Donc on enlève le pavé numérique, ça fait 80%. Du coup, on se retrouve à de pouvoir utiliser que la rangée de chiffres au-dessus de nos lettres. Et puis notre rangée de touches fonctions, tout en haut, en fait, on peut aussi s'en passer. Et du coup, là, on est sur des layouts dits à 60%. Pour pouvoir réutiliser nos touches fonctions, on a du coup une touche fonction qui va activer, qui va nous permettre de re-rentrer les fonctions en faisant une combinaison de touches. On peut aller encore plus loin et dire, OK, ça c'est un 40%, donc du coup on a enlevé la ligne de chiffres, on a enlevé la ligne de fonction, plus de pavé numérique, et par contre on vous a rajouté des touches de changement de couche qui vont vous permettre de retrouver les caractères qui ne sont plus présents physiquement sur le layout. Moi, c'est ce modèle-là que j'aime beaucoup, le Lily 58 que j'ai choisi en premier. Et là, on a carrément cassé la partie en deux, de deux côtés. Et puis, donc là, on a encore une rangée de chiffres en haut. On peut enlever la rangée de chiffres aussi. On peut aussi enlever les touches qu'il y avait sur les côtés, qui sont les touches modificatrices, contrôle, tab, et donc, what the fuck, comme dirait l'autre. Et là, il y a encore trop de touches, mais bon, et puis ça, par exemple, qu'est-ce que c'est que cette monstruosité? Eh ben, c'est pas obligé d'être plat, un clavier, hein. On peut faire de la 3D pour suivre réellement la forme de vos doigts, donc l'ergonomie. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'autre chose quand on fait du développement? Bon, ouais, c'était le poisson d'avril de Stack Overflow. Mise à jour 2025. Est-ce qu'on a... Bon, c'est la seule image IAGEN du talk. Bref, moi, dans mes recherches, donc, suite au Moonlander, je découvre ce site qui est assez incroyable, qui montre toute une collection de claviers split que des gens fabriquent. Et des gens, chaque image est un lien vers un dépôt GitHub avec souvent les plans du PCB, du circuit imprimé, avec le bill of materials de tout ce que vous avez besoin pour le construire. Et donc je fais waouh, ok, bon let's go quoi. Je vous mets l'adresse du site si vous voulez geeker et choisir un modèle et y aller aussi. Bref, donc il y a plein de modèles à notre disposition quand on veut faire un split keyboard. Pourquoi c'est bien un split keyboard? Pour ça, il faut qu'on parle un peu d'ergonomie. L'ergonomie, dans le sens où on va l'utiliser, c'est l'adaptation de notre environnement de travail à notre besoin. Donc,
nos outils, notre matériel, notre organisation, notre clavier, notre outil principal de saisie de texte, à notre besoin, comment moi je bouge les mains, je bouge les bras, bref, voilà. Parce que quand on parle d'ergonomie d'un poste de travail, souvent, en fait, on va vous parler, ouais, il faut que votre écran soit à la bonne hauteur, que vous ayez un bon fauteuil, écran à hauteur des yeux, mais clavier, pas tant que ça. Bref, pourquoi c'est important? Parce que y a une petite chose qui s'appelle une maladie qui s'appelle les troubles musculo-squelettiques qui arrivent, qui sont déjà en augmentation constante, et puis qui arrivent et qui touchent entre autres les poignets et les doigts, et qui arrivent à cause de contraintes sur votre corps, de mouvements qui ne sont pas naturels. Plus vous répétez et vous faites ces mouvements non naturels, plus vous avez un risque de développer ces maladies-là. Source, voilà, ministère de la Santé, amélie.fr, etc. Donc un des premiers trucs qu'on peut faire pour améliorer l'ergonomie d'un clavier, c'est déjà d'arrêter de mettre nos touches en décalé. Donc le décalage, le stagger. D'ailleurs, pourquoi c'était décalé? Parce que c'est encore un héritage des machines à écrire. Où en fait, la première rangée, il fallait que la rangée du dessous, le bras mécanique, passe en dessous des bras mécaniques de la rangée du dessus. En fait, on a conservé cette disposition-là depuis. Donc déjà, si on les remet en rectangulaire, en grille, en carré, ça fait un ortholinéaire, on appelle ça, un clavier ortholinéaire, où du coup, vos doigts, il y a juste besoin de bouger verticalement ou horizontalement. Mais en gros, pas de choses pas trop naturelles pour atteindre des touches. On peut aussi décaler les choses, mais du coup, verticalement. Là, vous vous retrouvez parce que vos doigts, verticalement, ils ne sont pas alignés. Donc, autant aligner les touches là où sont vos doigts. Et puis, pareil, quand vous prenez vos mains, vous les mettez comme ça, vous n'avez pas des mains plates. Donc, autant les mettre dans le sens le plus naturel. Ça, c'est un clavier de Falbatech que j'aime beaucoup. C'est toute une boutique qui font des claviers en bambou, ou en bois, ou en matériaux naturels, quoi. C'est assez cool. Et donc on peut les disposer autrement qu'à plat. Et puis on peut vouloir le découper, du coup. Moi c'est ça qui m'intéresse le plus. Pourquoi est-ce qu'on va vouloir découper un clavier? Le premier truc, c'est la posture que ça vous force à appliquer à un ordinateur de base, c'est que vous allez quand même avoir vos mains très proches, et du coup les bras tordus, quoi. Et ça induit une charge sur vos épaules, mine de rien. Le fait que vos épaules, constamment, sont un petit peu en retrait. Les mettre vraiment séparées comme ça, moi, côté épaules, je ne sens plus rien. Il n'y a plus de charge. Donc, à la fois pour les poignets et pour les épaules, ça vous évite de faire des mouvements pas naturels, de tordre vos poignets. Donc voilà, la chose bien, normalement, c'est de mettre à plat, mais on ne va pas travailler avec les coudes comme ça. Enfin, bref. C'est une posture compliquée à tenir quand même de ça. Deuxième truc, quand on fait de la dactylographie, un concept à bien comprendre, c'est la home row. La home row, c'est là où vous allez naturellement reposer vos doigts. Donc c'est là où vous allez souvent avoir des petits bumpers sur les touches F et J pour que vous puissiez sentir où reposer vos index naturellement sur un clavier, même sur un clavier standard. Plus les lettres que vous utilisez fréquemment sont sur la home row, moins vous avez d'efforts à bouger vos doigts pour aller les chercher, pour aller atteindre d'autres caractères. Donc de là, même sans changer la disposition physique de clavier, il y a des layouts qui sont apparus, donc notamment, je vais juste en évoquer deux, Dvorak, qui s'est dit, on va prendre les lettres, les caractères les plus fréquents de la langue anglaise, et on va les mettre sur notre home row. Comme ça, on ne va pas faire de mouvement pour aller chercher les choses un peu trop loin. En français, nous, on a le BEPO, où on a dit, ok, les lettres les plus fréquentes, c'est souvent E, A, etc. Et donc, on va les mettre sous nos index, sur la home row. Et voilà. Alors, c'est pas... Bon, j'y reviendrai, mais les layouts comme ça, c'est vraiment un truc où vous allez devoir réapprendre complètement à utiliser un clavier. Moi, je ne conseille pas vraiment. Néanmoins, pour du développement en AZERTY, quand on fait beaucoup de caractères spéciaux, je vous demande de visualiser où est-ce qu'ils sont, les caractères spéciaux là-dessus. Finalement, ils sont sur la touche Shift, donc 2 rangées au-dessus de là où on a nos doigts naturellement. Pire que ça, ils sont sur une couche que vous activez généralement avec Alt-GR pour aller chercher.
des trucs un peu loin. Bref, mon opinion aujourd'hui, c'est que c'est pas foufou en fait. Mais c'est standard, on utilise comme ça. J'ai utilisé ça pendant 20 ans sur un ordinateur, pas de souci. Bref, j'ai parlé rapidement des couches. Les couches, c'est quoi? Vous les utilisez déjà, sans le savoir ou sans appeler ça comme ça. Mine de rien, sur un clavier standard, vous appuyez sur Shift, vous activez la couche pour mettre les majuscules. Sur Alt, pareil, vous activez une couche pour faire autre chose. Sur des claviers ergonomiques, on va avoir deux, alors ça dépend des modèles, mais au minimum deux. Moi, sur le Lily 58, j'ai eu élevé ABC, donc ça va vous activer des couches supplémentaires que vous pouvez mettre les caractères que vous voulez dessus. Oula, ça a un petit peu de lag là, un petit peu de lag. Ça, c'est le corne. Dis donc. Faire un petit refresh qui commence à laguer décidément. Donc ça, c'est le corne. Excusez-moi, je vais retourner sur... hop, hop. Non, ça veut pas. Décidément. Bon, je vais y arriver autrement. On va recommencer. Hop, hop. Si ça veut bien. Désolé pour l'interruption. J'ai eu le même problème ce matin. Hop, Shift 3, on est reparti. Hop. Et donc j'en étais au modèle. Au modèle. Ah, je spoil la suite, je suis allé trop loin. Je vais le faire avec un... décidément, ça veut pas. Excusez-moi. Ça m'apprendra à utiliser Firefox. On va y arriver. Hop, hop, hop. Allez. Donc ça, c'est le corne qui est le modèle avec 3 touches sur la grappe de pouce. La grappe de pouce, c'est les touches qui sont en bas, en fait. Et le plus bas, du coup, c'est avec vos pouces que vous allez taper dessus. Et donc, vous avez une touche, le MO1 et MO2, là, qui vont vous permettre de passer avec vos pouces, d'activer. Là, j'active la première couche. Et du coup, je retrouve sur ma première couche les chiffres ou les caractères spéciaux qui me permettent de retaper mes chiffres. Et si je fais avec mon autre pouce sur je tape sur MO3, je vais avoir une deuxième couche disponible où là je retrouve tous mes caractères spéciaux qui sont sur la home row. Donc en fait, avec juste la combinaison de pouces, je me retrouve à plus avoir besoin de faire des écartements genre AltGr pour aller chercher des choses à part. Et si je fais la combinaison de lower raise, donc MO1, MO2, j'arrive sur une quatrième couche, et où là je peux mettre un peu ce que je veux. Donc moi j'avais les RGB, les valeurs de LED du clavier. Donc ça a un avantage considérable pour le développement, parce que du coup vous ne déplacez plus vos doigts, vous déplacez très peu,
Vous avez un accès qui est très facilité à tout ce qui est caractères spéciaux, tout ce qui est dollar, accolade, pipe, underscore, etc. Et puis surtout, vous pouvez les personnaliser. Donc par exemple, si vous développez en Lisp, vous pouvez vous faire une keymap de... C'est une blague, bien évidemment. Il vous suffit de parenthèses. Hein, y a pas... bon. Maintenant, je suis convaincu. Moi, j'ai commencé à creuser ça. Je dis, OK, je veux me lancer dans les split keyboard. J'en veux un. Qu'est-ce qu'il faut encore que je vois? C'est comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne un clavier? C'est une matrice. Je vous laisse percuter l'illustration. C'est une matrice électroniquement. En fait, on va les organiser en rangées et en colonnes, nos interrupteurs, nos switches. Et puis, chaque colonne, on va la connecter à une rangée avec une diode pour que le courant passe dans un seul sample. Donc électroniquement, c'est pas hyper compliqué. Pourquoi on met des diodes? C'est parce qu'en fait, si on fait pas ça, il va nous falloir des microcontrôleurs sur lesquels on va brancher nos interrupteurs avec autant de pattes qu'on a de rangées et de colonnes. Là, ça nous permet que le courant il passe dans un sens, donc en fait, on a juste besoin d'autant d'entrées et de sorties que de rangées et de colonnes. Un schéma électronique un peu plus complet. Là, vous avez en haut, vous retrouvez notre matrice avec interrupteur et diode. En dessous, tout ce qui prend la plus grosse place, là, c'est des LED, des diodes électroluminescentes pour faire de la couleur. Pas forcément nécessaire, surtout si vous voulez souder soi-même, mais j'y reviendrai. Quand on veut assembler un clavier, donc que ce soit un clavier mécanique ou un ergonomique, en kit, donc il y a plusieurs manières de les disposer, mais généralement, au niveau des composants que vous allez acheter, c'est que vous allez acheter tout un ensemble de switches d'interrupteurs, que vous allez poser sur une plaque du dessus, plaque qui est prédécoupée à la taille de vos switches. En dessous, vous allez mettre un circuit imprimé qui va connecter tous vos interrupteurs et vos diodes ensemble et sur lequel vous allez pouvoir souder vos diodes, que vous posez en sandwich sur une deuxième plaque du dessous, et puis alors éventuellement là ils mettent une petite plaque d'amortisseur pour pas que ça fasse trop de bruit, quoi. Niveau circuit imprimé, donc il y a plusieurs, selon les modèles de split keyboard, vous allez en trouver des pas mal ou pas. Celui-là, je l'ai mis, il est notable parce qu'en fait, il fait à la fois la partie gauche et la partie droite. Les gars qui ont créé ça sont un peu fous, je pense, mais du coup, il y a la symétrie. Vous avez besoin d'imprimer de l'imprimer deux fois, mais c'est le même schéma. Et du coup, vous pouvez faire les deux parties. Donc quand on achète en kit, on reçoit notre circuit imprimé, notre ensemble de diodes, de résistances, les microcontrôleurs. Et puis, alors, à noter que les microcontrôleurs, donc ça c'est un truc assez standard, hein, c'est basé sur du Raspberry Pi. Il y en a plusieurs. Si vous voulez faire du sans fil, du Bluetooth, il y a des spécificités, donc il faut creuser un peu, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ils sont souvent tous sur ce modèle-là, hein, sur les trucs. Et puis par-dessus, vous pouvez aussi connecter des petits écrans OLED, et puis afficher des choses. Voilà, si vous êtes corporate, vous mettez le logo de votre boîte, et puis voilà. Et par-dessus ça, on connecte aussi, potentiellement, je vous en ai parlé, des LED, des diodes électroluminescentes. Alors là, l'image est prise en gros plan, mais en vrai, ça fait 3 mm de côté. C'est tout petit. C'est extrêmement pénible à souder, avec un fer à souder standard. Avec une machine à souffler de l'air chaud, c'est un autre délire, mais moi j'étais parti en mode souder le truc, et c'est très pénible. Et puis par-dessus ça, on met donc des switches et des keycaps. Donc les switches, moi j'étais... allez, fermer ça. J'étais naïf en rentrant dans ce hobby, dans ce domaine, et je me suis dit, c'est simple, il y a ceux qui font du bruit, puis il y a ceux qui n'en font pas. Bon, j'étais un peu loin de... Bon, pas trop loin quand même, un peu loin de la vérité. En vrai, il y a plusieurs types de switch qui ne vont pas avoir le même ressenti, feeling, parce qu'à l'intérieur, vous n'allez pas avoir tout à fait le même mécanisme. Donc un linéaire, c'est simple, il n'y a pas vraiment d'accroche, de truc, vous appuyez dessus, ça descend tout seul, ça remonte tout seul, très bien. Tactile, vous allez avoir un petit clic. Vous allez ressentir le moment où le contact électrique se fait. Et puis clicky, là, vous avez réellement un truc mécanique à l'intérieur qui va faire que bam. Et c'est ceux-là qui font du bruit, hein. Généralement, les bleus, c'est ceux-là qui font du bruit.
Sur les formes de switch, il y a aussi le fait que vous pouvez avoir la taille, la hauteur, donc soit c'est high profile, soit c'est low profile. Ça va surtout influer qu'est-ce que vous pouvez brancher dessus, parce que vous avez qu'est-ce que vous pouvez mettre comme dessus de touche, parce que vous avez des dessus de touche qui ont besoin d'un peu de relief, et donc forcément sur les plus plats, ça ne va pas passer. Donc faut vérifier est-ce que quand on achète des dessus de touche, ils sont compatibles avec nos switches. Notamment au niveau de la connexion. Donc là, on a un high profile à gauche qui est plutôt une connexion, un connecteur donc c'est très standard, hein, en MX, en croix. Et les shock profile, où là c'est plus deux rectangles qui se mettent dedans et les touches sont beaucoup plus fines, ça permet de faire des claviers plus bas. Et donc par-dessus, on connecte quoi? Des dessus de touche. Et là, il y a encore tout un bazar. Dessus de touche, les keycaps. Les keycaps en anglais, les dessus de touche en français. Il y a différents profils qui vont notamment influer si vous prenez des touches avec de l'impression dessus et que vous vous dites je veux changer mon caractère de place, je vais le mettre, en fait, là vous avez les différentes rangées, les profils des différentes rangées. Donc vous avez un relief généralement qui fait que si vous prenez des keycaps pour QWERTY et que vous les mettez sur un AZERTY par exemple, ça ne va pas coller, ça ne va pas être super bien aligné. Moi, ma recommandation, surtout sur les splits et les ortholinéaires qui sont relativement uniformes au niveau des touches, c'est toutes des unités 1-1, c'est plutôt les profils sur la droite, la XDA, DSA, où les choses sont le plus plates possible, identiques entre chaque colonne surtout, pour pouvoir les intervertir, etc. Donc les différents profils, ça date pas d'hier, hein, c'est vraiment selon les fabricants de claviers, chacun avait leur profil. Ça c'est un peu standardisé, mais historiquement, ça c'est des très vieux fabricants d'ordinateurs qui fournissent ça. Et puis donc il y a différentes tailles aussi quand on achète des dessus de touche. Alors il y a tout un business de dessus de touche, de jeux de dessus de touche dans lequel je ne rentrerai pas. Il y a des gens qui fabriquent eux-mêmes des keycaps artisans à base d'époxy et de trucs super jolis. À les creuser si vous voulez. Moi, les problèmes que j'ai rencontrés, c'est surtout qu'en fait, ça, c'est des tailles pour clavier standard. Et sur un clavier split, on a souvent que du 1U, éventuellement du 1,5. Et bon, du coup, j'ai des touches en rab. Puis il y a différents plastiques sur les touches, mais ça, c'est pas. Voilà, je ne prononcerai pas les noms, mais à savoir l'ABS c'est plutôt lisse et un peu brillant, PBT c'est plutôt texturé, mat, et voilà. Bref, j'achète un truc en kit, j'achète mes keycaps, j'ai tout le matériel, et puis je passe à l'assemblage. Donc ça c'est mon tout premier build que j'ai fait, le Ligi 58, la photo money shot comme on dit. Niveau budget, donc là j'ai pas les keycaps avec, mais vous pouvez voir qu'il y a en gros tous les switches, il y a les microcontrôleurs. Bon, c'est tout petit, mais grosso modo ça m'a coûté 215 € avec les frais de port. Moi je les ai pris chez un gars qui est aux Pays-Bas. Donc ça va, les frais de port en Europe ça reste. Mais attention, si vous trouvez des sites aux States ou ailleurs, ça peut vite monter. Et puis je me suis lancé comme un débile dans l'assemblage du truc en stream, parce que j'étais un peu en manque d'attention à l'époque. Et puis c'était très rigolo Bon, puis surtout pour me forcer à aller jusqu'au bout, parce que je suis du genre à abandonner les trucs sinon. Et pourquoi je vous mets ça aussi? Parce que j'ai fait 2 streams, et en gros, au total, temps d'assemblage, de soudure, de tout ça, je devais être à 5-6 heures. Donc c'est un petit temps à mettre quand même. Côté soudure, il vous faut un fer à souder, il vous faut de l'étain, il vous faut de la patience pour du coup mettre toutes les composants de type diode. C'est plutôt simple. Moi j'ai appris ça en cours de techno, je crois, à l'époque. Mais bon, ça se fait plutôt bien en vrai. Un fer à souder, bon, si vous en avez un, ça peut se réutiliser. Par contre, il faut vraiment un à pointe fine. Moi, je vais garder celui de mes cours de techno, justement, usé depuis 10 ans. Bon, c'était pas génial, donc il faut vraiment une pointe fine. C'est chaud, on ne prend pas le fer à souder comme ça. On ne touche pas la partie chaude, on met de la ventilation, ça fait de la fumée, les teints qui font. Hein, voilà. Et puis, selon le type de composant, j'ai abordé rapidement avec les diodes. Ça peut être un peu pénible. Donc les diodes, tout ce qui est traversant,
Vraiment, ça va transpercer votre PCB avec des petites pattes, pas de souci. Par contre, si c'est à contact, donc ceux de droite là, là du coup, il faut que vous mettiez d'abord de l'étain, faire fondre, puis après reposer dessus, puis chauffer les deux pour que ça refonde un peu. C'est un peu plus pénible. Encore une fois, les professionnels font ça avec des machines à air chaud. Voilà. Position des pattes, le genre d'erreur que j'ai faite, c'est que pour bien faire tenir, j'ai tordu les pattes. Puis en fait, derrière, ça fait des gros pâtés. C'est vraiment pas propre. C'était les premières comme ça. Les erreurs, on apprend, quoi. Et puis, un petit moment plus tard, donc 4-5 heures quand même, ça c'était le premier résultat. Donc avec les erreurs de keycaps qui n'étaient pas de la bonne taille, et qui du coup me permettaient pas de me remettre en AZERTY. Moi, j'aime bien repasser le truc en AZERTY, du coup je pouvais pas parce que il y avait vraiment le creux qui n'y allait pas. Et puis aussi, avec mes pouces, en fait, la touche elle était dans l'autre sens, quoi. Je faisais ça passait pas. Bref, presque fini. Pourquoi? Parce que derrière, on va pouvoir programmer son clavier. Vous avez donc dans le microcontrôleur, le truc sur lequel tous vos interrupteurs sont branchés, vous avez un firmware. Le firmware, donc c'est le système d'exploitation de ce truc-là, c'est ça qui va récupérer le signal électrique et envoyer des impulsions via un port USB à l'ordinateur pour lui dire « Hep, il y avait la touche A de presser, par exemple, ou la touche, je sais pas quoi, ou plusieurs touches à la fois. » Et en fait, c'est lui que vous allez pouvoir programmer, et c'est dans ce microcontrôleur que vous allez mettre les couches. C'est pas au niveau de l'ordinateur, c'est pas au niveau du système d'exploitation. Donc il y en a plusieurs, des firmware. Moi, je vais vous parler de QMK surtout. Le principe, c'est que vous allez faire des fichiers de keymap. Alors, vous allez dire, dans une matrice, quel caractère vous voulez. Donc il y a toute une super interface en ligne avec QMK qui s'appelle config.qmk.fm. Vous pouvez voir que vous avez en bas tous les caractères qui sont à disposition, que vous pouvez retrouver sur un clavier standard. Et au milieu, tout ce qui est bubule, là, c'est les différentes couches. Donc là, j'en ai 4. Et en fait, si vous faites ça en drag and drop, vous prenez un caractère, vous le mettez à la place que vous voulez. Et derrière, vous récupérez un gros fichier JSON. Donc là, il est formaté à peu près comme les touches sont positionnées sur un corne. Oui, c'est un corne, ça. Il y a bien les rangées de... Il y a 3 grappes de pouces en bas de chaque couche, on peut reconnaître. Et du coup, si vous voulez le faire sans interface graphique, vous pouvez aussi aller juste modifier ce fichier JSON-là. Et dedans, on met quoi? On met des keycodes. Et les keycodes, vous avez des keycodes simples qui sont juste un caractère. Donc casser A, casser underscore A, c'est ma touche A. Casser underscore B, pareil, etc. Et puis, vous avez les modifieurs. Donc vraiment, tout ce qui est sur un clavier physique, vous avez un keycode pour le représenter dans votre keymap. Et donc tout est documenté, hein, voilà. Il y a la doc du firmware QMK qui est très complète, et il y a énormément de contributeurs parce que plein de gens qui se font leur clavier ont contribué à ce truc-là, donc c'est assez fou. Maintenant, ce qui va nous intéresser derrière, c'est les fonctions qu'on peut mettre, pareil, dans notre keymap. On peut dire, le MO, là, on l'a vu rapidement, c'est pour activer temporairement une couche. Donc, c'est-à-dire qu'en appuyant sur une touche MO, je vais pouvoir faire une deuxième pression en restant appuyé sur le MO, et qui va me donner le caractère qui était sur ma couche. TG et DF, du coup, je vais pouvoir activer des couches, mais plutôt dans la durée. De dire, ok, celle-là, laisse-la moi activer pendant longtemps. Donc si vous voulez passer sur du QWERTY, sur du Dvorak, sur du Bepo, vous pouvez vous faire une couche Bepo, et puis passer de l'une à l'autre avec une autre combinaison. Ce qui est super intéressant derrière, surtout, c'est les touches combinatoires. Alors, les touches combinatoires, ou les touches modificatrices plutôt, je vais dire, c'est Shift, Ctrl, Alt. G8, c'est la touche Window sur les claviers, ou qui correspond à Option sur Mac, je crois. Option ou commande, je sais plus. Je ne suis pas un Mac fan. Et l'intérêt de ça, c'est que du coup, sur une touche, vous allez pouvoir faire des combinaisons. Vous allez pouvoir dire, avec une seule pression, je vais faire un CTRL X, par exemple, avec la deuxième ligne. Il y en a d'autres, des fonctions de modificatrices, de combinaisons, on va dire. Notamment, si vous avez des raccourcis avec, là, le RSA, il fait Shift, Alt,
plus la keycode que vous avez mis en paramètre. Le mais, il fait un CTRL-SHIFT-ALT plus la touche de... Voilà. Si vous avez utilisé IntelliJ, il y a plein de raccourcis à la con comme ça dedans, et bref. Le hyper, là, vous mettez, c'est la totale. CTRL-SHIFT-ALT, touche Windows, mais du coup, vous l'avez mis dans votre KeyMac, donc c'est qu'une seule pression dessous derrière. Et dernier truc qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir dire sur une touche, quand je reste appuyé, tu vas devenir modificatrice, et si je tape juste, bah là, ça me fait un X. Donc chaque méthode, là, si je reste appuyé sur le premier, ça me fait le shift de gauche. Ou la deuxième, si je reste appuyé dessus, ça me fait le shift de droite. Ce qui fait qu'on peut, en les programmant sur certains modèles, avoir non seulement des couches pour des caractères spéciaux, mais pouvoir tout faire sans avoir une touche physique pour CTRL, ALT, SHIFT ou G8. En fait, c'est vos touches de caractères qui vont devenir modificatrices quand vous restez appuyé dessus. Et dernier truc, la tap dance, où là, j'ai pas trop creusé, moi, mais c'est plus selon la rapidité à laquelle vous allez taper dessus. Si vous faites plusieurs pressions, vous allez faire un autre caractère, par exemple. Là, on rentre dans des délires où... Bon, on peut aller très loin hein, sur la programmation du clavier. Maintenant qu'on a vu comment programmer, alors, à l'époque où j'ai fait ce talk, évidemment, je n'en avais pas construit beaucoup, mais depuis, ça a un peu changé. Parce que j'en ai pas fait qu'un. Donc le Lily 58 que j'ai déjà montré en photo, 58 parce que 58 touches, il est vachement bien pour démarrer. Et en fait, ce que je me suis rendu compte très vite, c'est que avec l'utilisation de changer de couche, j'avais pas besoin de 4 rangées, quoi. J'avais pas besoin d'avoir des chiffres. Bon, bah là, j'ai changé là, j'avais racheté des keycaps plates, tout de suite, beaucoup mieux. Beaucoup plus mignon aussi, avec des petites vaches, etc. Le deuxième que j'ai fait, c'est un corne, qui est du coup 3 rangées, qui est très populaire. En fait, le circuit imprimé a servi de base à plein d'autres modèles derrière celui-là. Et donc celui-là, je suis allé en mode full, allez, on met des LED partout. Donc ça fait un truc assez joli quand il fait nuit. Mais juste quand il fait nuit, quoi, sinon. Et puis, des keycaps, du coup, je commençais à bien maîtriser le truc, donc sans caractère. On s'en fiche, plus besoin de caractère. Et le dernier que j'ai construit, c'est le Ferris. Et donc, je l'ai ramené là, mais c'est le tout dernier. Et c'est mon main, comme on dit. Donc, c'est mon clavier principal aujourd'hui. J'ai même mis des petits trépieds pour qu'il soit de traviole. Et donc il avait cette gueule-là quand je venais de le construire. Et c'est un clavier, du coup, 3 x 5 rangées par côté, plus 2 pour les pouces, il n'y a que 34 touches. Il y a 34 touches, bah oui, il n'y a pas besoin de plus en fait. Parce que j'ai ma couche 0, où là vous allez retrouver les caractères standards, avec des touches modificatrices sur la durée qui me permettent. Donc là, si vous prenez tout à gauche, j'ai A, et tout à droite, j'ai les... Alors, je l'ai remis en AZERTY, donc en vrai, c'est ma touche M, qui me permettent de faire les majuscules du côté droit. Bah, j'appuie sur A, en fait. Je reste appuyé sur A, et du coup, je peux faire Y majuscule, UYOP. Pareil dans l'autre sens, si je reste appuyé avec mon petit doigt tout à droite, bah, j'ai la couche majuscule qui arrive. Et donc, CTRL et ALT qui sont pareils, qui sont sur... la première rangée tout en bas. Et ce qui va nous intéresser, c'est sur SDF et JKL. Du coup, j'ai des touches d'activation de couche. Donc là, j'ai la couche 0. Mais sur... du coup, prenons la lettre D. Lettre D, je l'avais fait avec mon index. Du coup, j'ai toutes ces touches-là qui permettent d'apparaître. Là, du coup, je peux envoyer des impulsions, faire croire que c'est une souris. Ce qui nous intéresse plus, ça va être là, si je fais avec, du coup, mon index droit, je vais retrouver des touches fléchées à gauche. Si du coup, là, et ça c'est ça que j'utilise tous les jours, c'est qu'en gros, mon index, qui est toujours au repos sur J et F, bah, si j'appuie sur F, je vais avoir tous mes caractères spéciaux, donc d'ouverture de guillemets, de fermeture de guillemets, de underscore, de tiret du 6.
n'a plus de sens, mais bref. Et donc, de la même manière, avec mon index droit, quand j'appuie sur le J, du coup, je vais retrouver toutes mes accolades, tous mes caractères spéciaux que je peux taper avec la gauche, qui restent libres, parce que du coup, mon index droit est appuyé dessus. Et du coup, j'en ai 3, donc j'ai aussi, avec mon annulaire, là, je vais retrouver un pavé numérique. Non, pardon, c'est avec mon annulaire gauche pour vous, je vais retrouver mes touches fonctions. Et avec mon annulaire droit, je vais retrouver un pavé numérique disponible à gauche. Et puis enfin, la dernière que j'utilise encore, c'est, alors ça c'est ma couche Vim, c'est là où je vais avoir tous les 2 points, les échappes, enter, point d'exclamation, pourcentage, slash, et en gros c'est ce qui me permet de lancer les commandes de Vim ou de... Plus, j'ai les DF, ça me permet d'activer aussi soit la couche 1, soit la couche... bon bref, j'ai bricolé des trucs, mais en gros, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et donc, cette couche plus la couche 0, j'en suis à 8 couches. Plus c'est majuscule, mais bref. Bon, voilà. Voilà pour comment on fait du dev avec 34 couches uniques. Maintenant, les problèmes que j'ai pu rencontrer, le CCDI, les caractères français, ça n'existe pas. Alors oui, à savoir que votre clavier, avec le QMK, il va être reconnu comme un QWERTY par le système d'exploitation. Du coup, j'ai cherché des trucs bizarres de programmer. Ma solution la plus simple, c'est d'utiliser un layout au niveau système d'exploitation, de lui dire ça, c'est un clavier QWERTY, mais international avec des touches mortes. Les touches mortes, c'est quoi? Ça veut dire que si vous faites une touche d'accent, la touche d'accent, derrière vous faites la touche de lettre, et en fait, vous faites un caractère accentué. Donc sur un clavier AZERTY, ça fonctionne déjà comme ça pour les circonflexes et les umlaut, bref. Et puis aussi mettre une touche du coup sur ma layer ma couche 0, je mets un ALGR pour avoir du coup les euros, les CDI, la CDI justement, et sur la touche ALGR qui est spécifique. Un autre truc qui a été pénible, c'est passer d'AZERTY en QWERTY, le temps de s'habituer à ces trucs-là. Donc il y a moyen dans tous les systèmes d'exploitation modernes de configurer 2 layouts de clavier et d'avoir du coup des commandes qui permettent de passer l'un à l'autre. Et ce qui est bien, c'est que ces commandes, elles sont pareilles sur les 2 layouts. Les touches sont au même endroit. Le plus dur dans tout ça, ça a quand même été de changer ses habitudes. Changer sa mémoire musculaire, c'est assez compliqué. Donc, il y a eu tout un moment où en fait, j'essayais de taper des lettres qui étaient à gauche avec ma main droite et inversement. À tout un moment, ça a duré 2 semaines maximum. Mais voilà, c'est un peu ces 2 semaines un peu dures parce qu'il faut réapprendre. Moi, j'ai surtout appris, donc voilà, c'est compliqué, c'est pas insurmontable et c'est de plus en plus facile. Plus vous vous habituez à finalement pouvoir changer de manière de taper sur un clavier, plus vous changez en plus. Mais moi, ce que j'ai appris surtout, c'est que je ne savais pas taper sur un clavier. À plus de 30 ans passés, en fait, j'ai jamais eu de cours de dactylo. Les cours de dactylo, ça a été supprimé dans l'éducation nationale française. Et donc, j'ai jamais appris, on m'a jamais mis ça devant le visage en me disant, mais en fait, tes index, ils doivent être que sur 2 colonnes. Ça, c'est des trucs qu'on donne aux enfants dans les cours de dactylo. En leur mettant les couleurs pour, voilà, ton doigt, il va juste utiliser ça, etc., etc. Ton auriculaire, il sert que à ces colonnes-là. Et du coup, à un moment, j'ai très vite été bloqué pour réatteindre le truc. Je me suis dit, mais en fait, c'est parce que j'essaye de déplacer mes doigts encore, comme je le faisais sur un clavier standard, alors que ce qu'il faut apprendre, c'est à faire du touch typing, vraiment de la dactylographie, ne plus avoir à regarder ses doigts et savoir qu'ils sont, voilà, un doigt, une colonne. Pour ça, il y a des sites. Typing Club, il est très rigolo parce que c'est un site pour les enfants. Mais c'est un petit jeu, bon, je vais peut-être pas l'ouvrir, non. En gros, c'est un petit bonhomme qui saute sur des ballons, et il faut sauter le plus rapidement possible. Donc voilà, il y a un petit côté gamification qui est très rigolo. Si vous considérez que vous êtes un adulte qui bière, et notamment plus, allez, je vais quand même les ouvrir, et plus proche d'un truc d'entraînement où on est là, bon, ça va vous mettre une liste de mots, et puis en fait, il faut taper les mots, pareil, le plus rapidement possible. Et RGPD. Et ce qui est bien, c'est que ça va vous donner aussi sur quelle colonne vous devez appuyer. Enfin, vous devez positionner vos doigts.
Donc voilà. Et puis l'entraînement quotidien, moi je suis devenu très fan de Monkey Type, où c'est pareil, vous avez une liste de mots, vous pouvez configurer des langages, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir des mots en anglais, vous pouvez dire bah, hey, file-moi du JavaScript, file-moi du code JavaScript, ou file-moi du code n'importe quoi, Python, etc., pour vous entraîner. Ça devait être la semaine où je l'ai monté, mon tout premier clavier, donc je suis à 13 mots par minute, ce qui est minable pour être poli. Mais du coup, Monkey Type aussi, il vous donne des graphes qui vous dit bah voilà sur quelle touche tu t'es planté, et puis au fil du temps, ça vous donne un peu une petite progression. Et ça fait du bien de voir qu'on n'est pas bloqué sur un truc, de se dire bon bah ok, on progresse quand même dans la vitesse. Autre conseil, moi à force d'avoir donné stock, j'ai plein de gens qui m'ont dit ouais j'ai essayé, puis j'ai abandonné, je l'ai revendu et puis je me rends compte parce qu'en fait ils sont repassés sur les claviers standards. Donc déjà se faire des cheat sheets, moi imprimé sur la feuille, j'avais les layouts et où sont les touches, mais du coup ça me forçait d'avoir la feuille sur cet endroit-là, ça me forçait à ne plus utiliser l'ancien clavier. À dire ok c'est bon, on se force un peu quoi. On se force un peu à faire le truc. Et en plus de ça, ça me forçait aussi à ne pas utiliser le trackpad qui était en dessous, donc à apprendre aussi Vim et les gestionnaires de fenêtres en même temps. Si vous voulez de l'aide, des ressources, il y a plein de choses, comme beaucoup de sujets de niche sur Ergomech Keyboards. Il y a plein de gens qui fabriquent réellement de A à Z leur truc et qui viennent poster des photos. Moi, je trouve ça assez incroyable. KBD News, c'est une newsletter, mais ils ont un site aussi où en gros, c'est un peu tout ce monde de fabriquer des split keyboards qui est là. Niveau boutique, donc moi j'achète sur splitkb.com, là je vous disais, le gars aux Pays-Bas. Il y en a d'autres. Je ne suis pas sponsorisé, donc faites vos recherches. Faites attention aux frais de douane. Si vous voulez des trucs avec des batteries, par exemple, une batterie, c'est dangereux, même du 3 volts, ils vont vous faire payer 72 balles de frais de douane parce que faut que ça passe. Enfin bref. Donc vous galez votre ami, cherchez les trucs. Dernier conseil, les Vimmotion, c'est incroyable. Voilà, si vous faites du dev, peu importe votre IDE, peu importe. Débranchez vos souris, ça aide à notamment tester l'accessibilité de vos sites, que vos sites soient utilisables au clavier. Et puis plus on maîtrise et plus en fait, il y a plein de choses où je me suis rendu compte, c'est vraiment apprendre comment utiliser mon système d'exploitation et mes applications uniquement au clavier, que ça devenait incroyable. Utiliser un gestionnaire de fenêtres en carrelage, ça si vous êtes sous Linux, il y en a plein. Il y a des solutions sous Windows et tout, ça vous permet de ne pas avoir justement à prendre votre souris pour aller passer en plein écran une fenêtre. C'est de dire juste, voilà, moi je fais Windows F, voilà, c'est bon. Je veux ouvrir une autre fenêtre, je fais Windows entrée et voilà, ça m'ouvre. Il n'y a pas besoin d'autres trucs, quoi. Et là j'ai raté ma démo parce que j'ai quand même pris ma souris. Incroyable. Bref, conclusion, j'en arrive à la fin. Faites-le pour le confort. Vraiment, c'est super confortable. Une fois que vous savez utiliser ça. La vitesse, elle revient après. Moi, elle est revenue quand même. Je suis même maintenant plus efficace avec des claviers split que des claviers standards. Mais il m'a fallu 2 bonnes années de repratique, de réapprendre. Voilà, j'espère vous avoir montré les avantages de tout ça et vous avoir donné envie aussi de vous lancer dans l'aventure. Je vous laisse faire votre avis si c'est une idée de bizarre ou une idée de génie. Et vous pouvez me laisser un feedback si vous le souhaitez sur OpenFeedback et consulter mes slides avec toutes mes sources qui sont sur GitHub. Merci.